Ma femme m'a supplié de la conduire au chevet de son ex à l'hôpital, puis elle m'a avoué, je l'aime encore. Je suis resté silencieux, je l'ai conduite là-bas, je l'ai regardé courir vers lui sans jamais se retourner, ensuite je suis rentré chez moi et j'ai tout emballé. Ma note disait, ne t'en fais pas, il peut t'avoir maintenant. Elle m'appelle sans arrêt depuis que cela s'est produit, il y a 8 mois, et je suis enfin prêt à raconter toute l'histoire. Attache ta ceinture car c'est long, mais la fin vaut chaque mot. J'ai 34 ans, je travaille dans la gestion de projets de construction commerciale à Nashville, je gagne 285 000 $ par an, plus des primes. Ce n'a pas toujours été aussi confortable. J'ai grandi dans une pauvreté extrême dans une région rurale du Tennessee, élevé par mon grand-père après que mes parents m'ont abandonné à l'âge de 7 ans. Papy travaillait dans la construction quand son dos le lui permettait, mais l'argent manquait toujours. Nous vivions dans une caravane qui fuyait quand il pleuvait. J'étais ce gamin qui étudiait pendant que les autres faisaient la fête, je faisais tous les petits boulots possibles au lycée et à l'université, je tondais des pelouses, livrais des journaux, travaillais dans des magasins, nettoyais des bureaux après l'école. Les professeurs voyaient mon potentiel et m'ont aidé à postuler à des bourses. Mon conseiller d'orientation restait tard pour m'aider à remplir les formulaires d'aide financière, car mon grand-père ne comprenait pas le processus. J'ai obtenu une bourse complète à l'Université du Tennessee pour la gestion de la construction et le commerce. Même avec les frais de scolarité couverts, je travaillais à la cafétéria du campus et comme agent de sécurité de nuit pour payer les livres et la nourriture. Pendant que mes camarades faisaient la fête, j'étudiais à la bibliothèque jusqu'à sa fermeture, puis je travaillais le quart de nuit. J'ai été diplômé summa cum laude, puis je suis allé à Nashville avec 600 $ en poche, une vieille Honda Civic qui peinait à démarrer et des rêves plein la tête. Mon grand-père a pleuré quand je suis parti, fier mais inquiet que j'oublie d'où je venais. Je lui ai promis que je ne l'oublierai jamais. J'ai commencé tout en bas dans une entreprise de construction, en tant qu'assistant de projet à 28 000 $ par an, mais j'étais animé par ce besoin brûlant de ne plus jamais être pauvre. Le souvenir des nuits glaciales dans cette caravane qui fuyait, de papy devant choisir entre ses médicaments et l'épicerie, des enfants à l'école qui se moquaient de mes vêtements d'occasion, tout cela m'a motivé. Je travaillais 75 heures par semaine, suivais tous les cours de certification, économisais chaque centime, vivais dans un studio plus petit qu'un placard, mangeais des sandwichs au beurre de cacahuètes tous les jours pendant 3 ans. Mes collègues pensaient que j'étais fou, mais j'avais un plan. Chaque dollar économisé était un pas de plus loin de la pauvreté. À 25 ans, je gérais de grands projets commerciaux, à 29 ans, j'étais chef de projet principal, en charge de construction à plusieurs millions de dollars. À 32 ans, je dirigeais ma propre division, supervisant des centres commerciaux, des complexes de bureaux et des projets industriels. L'année dernière, j'ai géré des projets de construction d'une valeur de plus de 95 millions de dollars. Tout ce que je possède, je l'ai gagné par ma détermination. Ma maison à Belmead, d'une valeur de 820 000 $, j'ai économisé pendant 4 ans en vivant comme un moine. Ma BMW X7, payée comptant après 18 mois d'économie. Mon portefeuille d'investissement de 2 100 000 $, chaque centime issu de mon propre travail. Comprendre mes origines est essentiel pour ce qui va suivre. J'ai travaillé pour tout ce que j'ai et j'apprécie chaque succès car je me souviens de ce que c'est que de n'avoir rien. Il y a 3 ans, j'ai rencontré Jessica lors de l'ouverture du restaurant de mon meilleur ami Diego. Diego est un gars incroyable venu du Mexique, qui a construit 2 restaurants à succès à partir de rien. On est amis depuis la fac, quand on était tous les deux fauchés, partageant des ramen et rêvant de grandeur. Diego a cette capacité incroyable à lire le caractère des gens, ce qui deviendra important plus tard. Jessica avait 29 ans, elle travaillait comme consultante en images pour des boutiques, gagnant peut-être 42 000 $, mais elle était absolument sublime, 1,70 m, cheveux blonds, yeux verts, un visage digne d'un mannequin. Elle se tenait seule, l'air ennuyé, faisant défiler son téléphone avec une expression de supériorité. Je l'ai abordée avec une blague médiocre sur les sodas artisanaux hors de prix, elle a ri d'un rire parfaitement étudié, puis nous avons commencé à discuter. Elle semblait fascinée par tout ce qui me concernait, posant des questions détaillées sur mon travail, ma maison, ma voiture, mes destinations de vacances. Je pensais qu'elle était simplement sympathique et vraiment intéressée par ma vie. Alors, tu as tout construit toi-même, m'a-t-elle demandé, les yeux écarquillés d'un air que je croyais admiratif. C'est incroyable, la plupart des mecs de notre âge vivent encore chez leurs parents ou avec des colocataires. En y repensant, je me rends compte qu'elle faisait une sorte de vérification de mon profil financier. Chaque question était conçue pour évaluer ma valeur nette, mon pouvoir d'achat et mon style de vie. Elle m'a demandé dans quel quartier j'habitais,
combien j'avais payé ma maison, quels avantages m'offrait mon emploi, si j'avais de l'argent familial. À l'époque, j'ai interprété sa curiosité comme de l'admiration pour mon éthique de travail et mon parcours. Nos premiers rendez-vous étaient ridiculement coûteux, des steakos haut de gamme où elle commandait un faux filet à 75 $ sans hésiter, toujours en choisissant les plats les plus chers du menu. Des escapades le week-end qui me coûtaient 4000 $ à chaque fois, dans des resorts de luxe qu'elle trouvait et suggérait, des séances de shopping où elle regardait jusqu'à ce que je propose d'acheter tout ce qui lui plaisait. Des sacs de créateurs, des bijoux hors de prix, des vêtements de boutique qui coûtaient plus que mon budget alimentaire mensuel. Tu es si généreux, disait-elle en m'embrassant sur la joue après que j'avais dépensé 800 $ pour un sac à main qu'elle admirait. La plupart des hommes sont si radins, ajoutait-elle, tu comprends vraiment comment traiter une femme correctement. Elle me faisait me sentir comme l'homme le plus accompli du monde, complimentant sans cesse mes réussites, me disant à quel point j'étais mature et ambitieux, qu'elle n'avait jamais rencontré quelqu'un d'aussi motivé. Elle s'extasiait sur ma maison, ma voiture, mon histoire à succès avec une admiration haletante qui me faisait me sentir grand comme un gratte-ciel. Je n'arrive pas à croire que tu sois parti de rien et que tu aies construit tout ça, disait-elle en caressant mes plans de travail en granit, tu es comme une histoire de réussite vivante, c'est tellement attirant quand un homme a sa vie en ordre. Ce que je ne remarquais pas, c'est qu'elle ne parlait jamais de ses propres objectifs, au-delà de l'acquisition d'objets coûteux. Chaque conversation revenait à l'argent, aux statues ou aux objets de luxe qu'elle convoitait. Au bout de 3 mois, elle vivait pratiquement chez moi, elle laissait des vêtements de marque dans mon placard, des produits coûteux dans ma salle de bain, s'installant progressivement. Son appartement était minuscule et situé dans un quartier difficile, alors elle affirmait que ma maison était plus pratique. 6 mois plus tard, elle emménagea complètement. C'est à ce moment que les signaux d'alarme sont apparus. Mes dépenses alimentaires ont triplé parce qu'elle ne mangeait que des produits bio et de marque haut de gamme, mes factures d'énergie ont doublé parce qu'elle exigeait une température constante de 22 degrés et des douches d'1 heure. Elle a quitté son emploi, prétendant qu'il ne correspondait pas à son potentiel, et a commencé un travail de consultante indépendante, rapportant peut-être 400 $ par mois. Le signe le plus inquiétant fut la façon dont elle parlait de mon argent, comme s'il lui appartenait déjà. On devrait rénover la salle de bain, on devrait installer un jacuzzi, on devrait acheter un appartement de vacances. Toujours second quand il s'agissait de dépenser mon argent. Elle révélait aussi son vrai caractère face aux personnes qu'elle jugeait inférieures, incroyablement impolie avec les serveurs de restaurants, condescendante avec les livreurs, méprisante envers les employés de service. Quand mon grand-père est venu nous rendre visite, elle fut polie devant lui mais a fait des remarques cruelles ensuite sur son mode de vie simple. J'ai ignoré ces signaux d'alarme parce qu'elle était magnifique, semblait apprécier mon succès et parlait de mariage et d'enfants. J'étais prêt à me poser avec une femme belle, qui comprenait l'ambition. Après 2 ans, je lui ai demandé sa main avec une bague à 48 000 $ qu'elle insinuait vouloir depuis des mois. Dès que je me suis mis à genoux, elle filmait pour les réseaux sociaux. Avant même que je termine ma déclaration, elle postait « Il a enfin atteint mon niveau, fiancé, je vis ma meilleure vie, ne jamais se contenter ». Organiser le mariage fut un cauchemar. Jessica exigeait le plus cher pour tout, 110 000 $ pour 280 invités dans le lieu le plus exclusif de Nashville, une robe à 8 000 $, un service traiteur haut de gamme, un orchestre de 12 musiciens, des fleurs importées de Hollande. Quand je suggérais quelque chose de beau mais moins cher, elle pleurait et m'accusait de ruiner son mariage de rêve. Alors j'ai tout payé, y compris les vols pour sa famille depuis l'Oregon et leur hébergement dans des hôtels de luxe. Le mariage était splendide, Jessica ressemblait à une couverture de magazine, mais elle a passé plus de temps à poser pour des photos qu'à célébrer avec les invités. Elle a à peine adressé un mot à mon grand-père, trop occupée à réseauter avec les épouses d'hommes influents. Notre lune de miel fut un mois en Europe, coûtant 35 000 $. Jessica insistait pour que nous ne soyons pas radins. Elle passa la moitié du temps à faire du shopping de luxe, l'autre moitié à mettre en scène des photos pour Instagram. Je voulais explorer la culture, elle voulait documenter notre style de vie somptueux. La première année semblait parfaite vue de l'extérieur. Je travaillais 65 heures par semaine, dirigeant des projets de construction à plusieurs millions de dollars. Quant à Jessica, honnêtement, je ne sais toujours pas ce qu'elle faisait. Son entreprise de conseil rapportait peut-être 5 cents $ par mois, à peine de quoi couvrir son addiction au Starbucks et ses rendez-vous pour les ongles. Sa routine quotidienne devenait de plus en plus luxueuse et improductive. Elle dormait jusqu'à 10 heures, passait 2 heures à se préparer, puis partait déjeuner avec des clients potentiels qui ne devenaient jamais de vrais clients. Les après-midi étaient consacrés au shopping, aux rendez-vous au spa ou à ce qu'elle appelait des événements de réseautage qui ressemblaient étrangement à des fêtes entre amis.
Quand je lui posais des questions sur son activité, elle restait vague. Je construis ma marque, disait-elle, on ne peut pas précipiter des relations authentiques, ces choses prennent du temps à se développer. Mais je n'ai jamais vu de proposition, de contrat, de facture ou la moindre preuve de travail réel. Elle développait des goûts de plus en plus coûteux, qui semblaient s'intensifier chaque mois. Des sacs à 4 000 $, utilisés 2 fois avant d'être jugés démodés, des rendez-vous hebdomadaires au spa à 400 $ devenus indispensables pour sa santé mentale, un coach personnel 5 fois par semaine à 200 $ la séance parce qu'elle devait entretenir son image, des virées shopping mensuelles coûtant des milliers de dollars parce qu'elle méritait de belles choses. Je suis un investissement dans ton succès, disait-elle quand je questionnais ses dépenses. Lors de tes événements d'entreprise ou de tes dîners avec des clients, tu as besoin d'une femme qui soit à la hauteur. Tout cela est pour ta progression de carrière. Quand je suggérais de prendre un vrai travail, elle se vexait et répondait, « Je croyais que tu voulais que je me consacre à soutenir ta carrière, ou, tu ne veux donc pas que je sois jolie pour tes événements professionnels. » Elle retournait toujours la situation de façon à me faire culpabiliser d'avoir simplement suggéré qu'elle contribue financièrement à notre foyer. Le pire, c'était d'observer la manière dont elle traitait les gens qu'elle jugeait inférieurs. Elle claquait des doigts pour appeler les serveurs comme s'ils étaient des animaux domestiques, elle retournait des articles après les avoir portés une fois en prétendant qu'ils étaient défectueux, elle faisait refaire des pièces entières par notre femme de ménage parce qu'elle n'était pas parfaite. Elle parlait aux vendeurs comme s'ils étaient en dessous d'elle, exigeant des réductions et des traitements de faveur. Ce serveur était tellement lent, se plaignait-elle après qu'on ait quitté un restaurant, ils ne comprennent clairement pas à qui ils ont affaire, on aurait dû demander une autre table. Quand mon grand-père nous rendait visite, elle était polie en sa présence mais faisait ensuite des commentaires cruels sur son mode de vie modeste. C'est mignon qu'il t'ait élevé, disait-elle, mais il ne comprend pas vraiment notre monde, n'est-ce pas? C'est gênant quand il parle de ses jours dans la construction comme si c'était impressionnant. Environ 18 mois après notre mariage, le comportement de Jessica changea radicalement. Elle devint secrète, passait des heures sur son téléphone mais cachait l'écran. Quand je lui demandais ce qu'elle faisait, elle répondait sèchement, du boulot où je planifie du contenu. Elle sortait de plus en plus souvent et rentrait tard, des soirées entre filles jusqu'à 3 heures du matin, cela arrivait plusieurs fois par semaine, des week-ends entre copines de la fac, auxquels je n'étais pas invité. Quand je proposais de venir, elle disait, « Tu t'ennuierais, ce n'est que des histoires de filles et du shopping. » Son téléphone devint son compagnon constant, elle l'emmenait aux toilettes, dormait avec sous l'oreiller, et devenait nerveuse quand il sonnait devant moi. Quand je jetais un œil à l'écran, elle le retournait rapidement ou changeait d'application. Le secret devenait évident et perturbant. La vérité commença à se dévoiler lors de la soirée d'anniversaire de Diego. L'amie de Jessica, Amanda, était venue de Denver. Après un peu de socialisation, Amanda se mit à évoquer leurs souvenirs d'université, mentionnant à plusieurs reprises quelqu'un nommé Cameron. « Comment va Cameron de nos jours » demanda Jessica, essayant de paraître détachée, mais je sentis l'intensité dans sa voix. « Oh mon Dieu, Cameron Carton » répondit Amanda, « il vient d'être promu associé gérant dans son cabinet d'avocat, il gagne quelque chose comme 520 000 $, il vient d'acheter un domaine incroyable à 3 200 000 $, il a une Porsche et une Tesla, toujours célibataire cependant, il dit que personne n'est à la hauteur d'eux. » Elle s'arrêta et jeta un regard vers moi. Gênée, Jessica changea rapidement de sujet mais j'avais vu l'expression sur son visage quand Amanda parlait de la richesse de Cameron, la même expression avide qu'elle avait en regardant les bijoux chez Tiffany. Ce soir-là, je la surpris en train de faire défiler les réseaux sociaux de quelqu'un avec une concentration intense. Quand elle remarqua que je la regardais, elle changea immédiatement d'application. « Je suis juste curieuse au sujet d'anciens amis de la fac », dit-elle avec un faux rire, mais j'avais vu suffisamment. Elle scrutait les photos de sa maison, de ses voitures, de son style de vie luxueux avec une attention extrême. Après l'incident avec Amanda, je commençais à prêter une attention accrue. Jessica devint de plus en plus secrète, prenait des appels dans d'autres pièces, prétendait travailler tard, bien que ses soi-disant clients soient de petites boutiques fermant à 18 heures. Un soir, elle affirma dîner avec sa colocataire d'université, Sarah, à Franklin, pour discuter d'opportunités professionnelles. Quelque chose me parut étrange alors j'appelai le restaurant, aucune réservation à aucun des deux noms. Quand j'appelai Sarah directement, elle était chez elle en Californie et n'avait pas parlé à Jessica depuis des mois. Quand j'ai confronté Jessica, elle avait des explications de secours élaborées prêtes à l'emploi, les mensonges coulaient si naturellement que je compris que ce n'était pas sa première tromperie. Je commençai à tout documenter. Jessica niait des conversations que nous avions clairement eues, prétendait ne jamais avoir dit certaines choses dont je me souvenais. Elle me faisait douter de ma propre mémoire,
me manipulant psychologiquement. Pendant ce temps, elle intensifiait ses critiques de notre mode de vie. Notre maison n'était pas assez impressionnante, ma voiture était embarrassante pour mon statut. Elle voulait déménager dans un quartier plus prestigieux. Ton grand-père est gentil, disait-elle après sa visite, mais il est tellement peu sophistiqué, c'est gênant quand il parle à mes amis car elles ne comprennent pas les gens comme lui. Diego commença à me prendre à part pour me faire part de ses inquiétudes. Il avait remarqué combien elle traitait mal son personnel, comment elle citait constamment des noms de gens riches, comment elle évaluait chacun en fonction de sa fortune. « Frère, je t'aime comme de la famille, me dit Diego un soir, mais cette femme est un problème. Quand elle te regarde, tout ce qu'elle voit, ce sont des signes de dollars. » Tout a explosé 3 semaines avant l'incident de l'hôpital. Jessica prétendait travailler tard sur un gros projet pour un nouveau client. Je décidai de lui faire une surprise en lui apportant le dîner de son restaurant de sushi préféré. En arrivant à l'espace de coworking qu'elle disait utiliser, le responsable me dit qu'il était fermé pour rénovation depuis une semaine. La voiture de Jessica n'était nulle part. J'ai passé 2 heures à la chercher, l'appelant sans arrêt. Elle répondit enfin vers 21h30, d'un ton agité. « Où es-tu » demandai-je. « Au bureau, je travaille, comme je te l'ai dit. »« Pourquoi tu appelles autant ?»« Quel bureau, celui qui est fermé depuis une semaine ?» Silence. Puis, « Oh, je voulais dire le café à côté, parfois je travaille là quand j'ai besoin de calme. » Quand elle rentra à la maison vers 23h, l'air échevelé, je l'attendais, mon ordinateur portable ouvert sur nos relevés de cartes de crédit. J'avais passé la soirée à éplucher des mois de relevés financiers, organisant tout de façon chronologique pour repérer des schémas. « Il faut qu'on parle », dis-je calmement en désignant la chaise en face de moi. Elle avait l'air nerveuse mais tenta de rester détachée. « Est-ce que ça peut attendre demain ? Je suis épuisé d'avoir travaillé si tard. »« Assieds-toi Jessica. » Maintenant, l'enquête financière avait été aussi révélatrice qu'exaspérante. Déjeuner hors de prix dans des restaurants haut de gamme pendant les heures de travail alors qu'elle prétendait rencontrer des clients, facture d'hôtel alors qu'elle disait être malade à la maison, trajet Uber vers des quartiers chics où elle n'avait aucune raison d'aller, achat dans des boutiques de luxe les jours où elle disait travailler à domicile. « Explique-moi ça », dis-je en lui montrant l'écran. « Déjeuner à $220 au Capital Grille mardi dernier, tu m'as dit que tu étais malade à la maison avec une intoxication alimentaire. » Son visage devint livide, je voyais son esprit tourner à toute vitesse pour inventer une explication. « Oh, ça, dit-elle faiblement, je me suis senti mieux plus tard et j'ai rencontré un client potentiel pour un déjeuner tardif, j'ai oublié de te le dire parce que tu étais si inquiet pour moi. Et ces $180 dépensés au Palm jeudi dernier alors que tu disais faire la lessive à la maison. Une autre réunion avec un client, ces gens préfèrent les endroits chics. Et ce trajet Uber jusqu'à Belmead à 14h vendredi, alors que tu m'as envoyé un message disant que tu étais chez Target. » Les mensonges devenaient de plus en plus élaborés et désespérés. Elle se mit à pleurer, prétendant être dépassée, qu'elle essayait de développer son activité sans me déranger avec les détails. C'est là qu'elle a craqué. Toute l'histoire est sortie au fil de 3 heures atroces. Oui, elle mentait sur ses allées et venues depuis des mois, oui, elle voyait Cameron régulièrement, mais ce n'était pas romantique, ils étaient simplement de vieux amis qui se retrouvaient. Il l'aidait à développer ses idées d'entreprise et lui montrait ce qu'était le vrai succès. Il m'aide juste à définir ma trajectoire professionnelle, insistait-elle en pleurant, il comprend le succès mieux que toi, il a accompli tellement plus. Quelle trajectoire, tu postes des photos de tenue pour gagner ta vie. Tu ne comprends rien, cria-t-elle, révélant enfin ses vrais sentiments, tu ne soutiens pas mon potentiel, Cameron voit ce que je pourrais devenir, il croit en moi. Cette conversation m'a révélé tout ce que j'avais besoin de savoir sur son caractère et notre mariage. Elle ne me voyait pas comme un partenaire ni même comme une personne, j'étais juste une source de financement pendant qu'elle poursuivait ses vrais rêves avec un autre. En 3 heures, toute la vérité est apparue. Cameron l'avait contacté 10 mois auparavant via LinkedIn, cela avait commencé par des messages anodins, puis des textos quotidiens, ensuite des appels téléphoniques et enfin des rencontres secrètes. Il l'emmenait dans des restaurants chers, lui offrait des cadeaux, lui promettait de financer ses projets. En fouillant son email, oui, j'ai violé sa vie privée, j'ai trouvé des mois d'échanges planifiant leur avenir ensemble, parlant de quitter leur mariage, discutant du style de vie luxueux qu'ils auraient. L'email le plus accablant datait de 2 semaines plus tôt. Cameron, je ne peux plus faire semblant d'être heureuse dans ce mariage ennuyeux. Je sais que tu gagnes assez pour m'offrir la vie que je mérite. Il est tellement avare et sans aucune vision. Quand quitteras-tu Sarah pour qu'on soit enfin ensemble?
Attends, Cameron était marié lui aussi. J'ai appelé Diego immédiatement. Tu te souviens quand tu m'as mis en garde contre Jessica, tu avais 100% raison. J'ai besoin de ton aide. Diego est arrivé en moins d'1 heure. Je lui ai tout montré, les emails, les preuves financières, le schéma des mensonges. Le visage de Diego s'assombrissait à chaque révélation. Quelle chercheuse d'or cette vipère, dit-il. Quel est le plan? Le cousin de Diego travaillait dans le cabinet d'avocat de Cameron. En moins de 48 heures, j'avais toutes les informations nécessaires. Cameron était marié à une chirurgienne pédiatrique nommée Sarah, ils avaient 2 enfants, et un contrat prénuptial qui le ruinerait s'il était infidèle. Son cabinet avait des règles d'éthique strictes. Il était aussi très endetté, manoir, voiture de luxe, école privée, tout financé pour maintenir son image. Voici la meilleure partie, dit Diego en souriant, Cameron se vante auprès de ses collègues de sa magnifique maîtresse, mariée à un type de la construction avec plus d'argent que de cerveau. Il montre les photos de Jessica au bureau. Le manque de respect était incroyable, mais cela me donnait des munitions. Je vais détruire leur devis, dis-je à Diego. Là tu parles, que te faut-il? J'ai passé la semaine suivante à être le mari parfait tout en manœuvrant secrètement. J'offrais des fleurs à Jessica chaque jour, je réservais dans ses restaurants préférés, j'ai même proposé un week-end romantique à Savannah. Elle semblait confuse par tant d'attention mais jouait le jeu. Pendant ce temps, je déplaçais mes pièces sur l'échiquier. D'abord, j'ai transféré la majorité de mes actifs vers des comptes à mon seul nom, puisque j'avais tout gagné moi-même et que le Tennessee n'est pas un état de bien commun. C'était légal. Ensuite, j'ai préparé les papiers du divorce, avec les preuves de son adultère, ce qui éliminait toute pension alimentaire. Enfin, l'idée brillante de Diego. J'ai créé un email anonyme et contacté l'épouse de Cameron, Sarah. Je lui ai envoyé des captures d'écran des emails entre Cameron et Jessica, des photos de leur rendez-vous au restaurant que Jessica avait posté sur les réseaux sociaux. Sarah a répondu en quelques heures. Merci pour ces informations. Je vais gérer cela avec mon avocate. Lundi matin, j'ai tout transmis au comité d'éthique de son cabinet. Puis le destin m'a offert l'opportunité parfaite. C'était un mardi après-midi, lorsque tout s'est écroulé. Je travaillais à la maison quand le téléphone de Jessica a sonné vers 14 heures. Elle a décroché d'un ton détendu, mais son expression a changé instantanément. Quoi, oh mon Dieu, non, c'est si grave, quel hôpital? Elle faisait les 100 pas frénétiquement, la voix montant d'un cran à chaque mot. Je dois y aller tout de suite, oui, j'arrive, dis-leur que j'arrive. Elle a raccroché puis s'est tournée vers moi, les larmes coulant sur ses joues. Cameron a eu un terrible accident de voiture, dit-elle, la voix tremblante. Il se rendait au tribunal lorsqu'un camion a brûlé un feu rouge et l'a percuté côté conducteur. Il est actuellement en chirurgie au Vanderbilt Medical Center. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac, non pas parce que Cameron était blessé, mais à cause de la façon dont ma femme réagissait. Elle s'effondrait à cause de l'accident de son amant secret. Comment l'as-tu su? Demandai-je prudemment. Son associé au cabinet m'a appelé, Cameron m'avait listé comme contact d'urgence. Elle sanglotait à présent, son mascara coulait. Je dois aller à l'hôpital, peux-tu me conduire? Je suis trop bouleversé pour conduire en toute sécurité. Le fait que Cameron l'ait mise comme contact d'urgence alors qu'il était marié et père de famille m'a tout dit sur la gravité de leur relation. Je restais là, à regarder ma femme pleurer de façon incontrôlable pour un autre homme, et quelque chose s'est brisé en moi. C'était le moment de vérité. S'il te plaît, supplia-t-elle en attrapant mon bras, je dois être là-bas, je dois m'assurer qu'il va bien. Pourquoi as-tu besoin d'être là-bas, Jessica? Demandai-je calmement. Elle me regarda avec des yeux rouges et gonflés et prononça les mots qui mirent fin à notre mariage. Parce que je l'aime encore, je sais que c'est horrible à dire, mais je ne peux pas contrôler ce que je ressens, je dois être là pour lui. Cette honnêteté était brutale mais libératrice. Après des mois de mensonges, elle me disait enfin sa vérité. Elle aimait Cameron, pas moi. Je n'étais que le pourvoyeur financier pendant qu'elle poursuivait son véritable amour. Je suis resté silencieux pendant ce qui m'a semblé une éternité, à digérer cela. Elle venait de m'avouer qu'elle aimait un autre homme. Dis quelque chose, murmura-t-elle, je sais que c'est compliqué, mais je dois aller à l'hôpital. Je me suis levé lentement, j'ai pris mes clés et me suis dirigé vers le garage. Viens, dis-je d'un ton complètement détaché, je vais t'y conduire. Les 20 minutes de trajet jusqu'à Vanderbilt se sont déroulées dans un silence total,
à l'exception des reniflements de Jessica et de ses appels affolés pour avoir des nouvelles de l'état de Cameron. Je conduisais en pilote automatique, tout en repassant dans ma tête tout ce qui venait de se passer. Ma femme venait de m'avouer qu'elle aimait un autre homme, au présent, je l'aime encore. Après 3 ans ensemble, 2 ans de mariage, et des centaines de milliers de dollars investis dans ce que je croyais être notre vie commune, elle aimait un autre. La femme à qui j'avais confié mon cœur, ma maison, mon avenir, était amoureuse de son amant. Je repensais à toutes les fois où elle m'avait dit « je t'aime ». Avait-ce jamais été vrai, ou étais-je seulement le choix sûr, le fournisseur, l'homme qui pouvait financer son mode de vie pendant qu'elle cherchait mieux? « Merci de m'avoir conduite », dit-elle alors que nous arrivions dans le parking souterrain de l'hôpital. « Je sais que c'est étrange mais dis-je fermement, ne dis plus rien. » Les mots étaient sortis plus froids que je ne l'avais prévu, mais je me protégeais. Chaque mot qu'elle prononçait empirait la situation, chaque tentative d'excuse ou d'explication était un couteau de plus dans mon dos. Nous avons traversé l'hôpital en silence. Jessica a demandé la direction de la salle d'attente chirurgicale avec l'urgence d'une femme courant voir son mari, pas son amant. Dès que les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, elle a repéré l'associé de Cameron et s'est précipitée vers lui sans un seul regard en arrière. « Comment va-t-il ? Est-il sorti de chirurgie ? Puis-je le voir ?» Je suis resté en retrait, regardant ma femme interroger frénétiquement des inconnus sur l'état de son amant. Elle était entièrement centrée sur Cameron, agissant comme si je n'existais pas. Dans son esprit, j'étais devenu invisible. Dès l'instant où elle avait appris l'accident, son masque était complètement tombé. Puis la véritable épouse de Cameron, Sarah, est arrivée avec leurs 2 jeunes enfants. Elle portait une blouse d'hôpital, épuisée, terrifiée. Les enfants pleuraient, demandant si papa allait bien. Jessica les vit et s'immobilisa brièvement. Pendant un instant, elle sembla se rappeler que Cameron était marié, qu'il avait des enfants, qu'elle était la maîtresse détruisant cette famille. Mais ce moment ne dura pas. Lorsque le chirurgien est arrivé 20 minutes plus tard, annonçant que Cameron était stable et conscient, Jessica se précipita avec la famille pour obtenir des informations. Elle agissait comme si elle avait sa place ici. « Il demande Jessica », dit le chirurgien, l'air confus de ne pas savoir qui c'était. L'épouse de Cameron, Sarah, regarda autour d'elle sans reconnaître Jessica, mais cette dernière s'avança immédiatement. « C'est moi, je suis Jessica. » L'expression de Sarah changea quand elle comprit que cette belle femme n'était ni une collègue ni une amie. Les pièces du puzzle se mettaient en place. Jessica suivit le chirurgien vers la chambre de Cameron sans me jeter un seul regard. Pas un mot, pas un geste. Dans son esprit, j'avais cessé d'exister dès l'instant où elle avait su que Cameron allait bien. Je suis resté là, à regarder ma femme courir réconforter son amant marié, pendant que sa véritable épouse et ses enfants restaient debout, stupéfaits et confus. C'est à ce moment-là que j'ai su exactement ce que je devais faire. J'ai quitté l'hôpital sans dire au revoir. Jessica était tellement concentrée sur Cameron qu'elle ne m'a même pas vu partir. Je suis rentré chez moi en silence, l'esprit d'une clarté absolue. J'ai passé 4 heures à emballer méthodiquement mes affaires importantes, vêtements, documents, objets sentimentaux de mon grand-père, mon ordinateur portable et mes dossiers professionnels. J'ai tout laissé du mobilier et des objets de la maison. Les choses matérielles n'avaient plus d'importance. J'ai appelé une entreprise de déménagement pour qu'elle récupère le reste de mes affaires le lendemain pendant que Jessica serait à l'hôpital. Ensuite, j'ai appelé Diego. C'est fait mon frère. Elle l'a choisi lui. J'ai besoin d'un endroit où dormir ce soir. Viens tout de suite. On va s'occuper de tout. Avant de partir, j'ai écrit une simple note que j'ai laissée sur le comptoir de la cuisine, là où elle la verrait. Ne t'inquiète pas. Il peut t'avoir maintenant. C'était tout. Pas de longue explication, pas d'épanchement émotionnel, juste une simple déclaration de fait. J'ai jeté un dernier regard à la maison pour laquelle j'avais tant travaillé, à la vie que j'avais bâtie avec quelqu'un qui ne m'avait jamais vraiment aimé, puis je suis parti. J'ai dormi chez Diego cette nuit-là. Vers 23 heures, mon téléphone a commencé à sonner. Le nom de Jessica s'affichait en boucle. J'ai laissé chaque appel aller sur la messagerie. Elle a rappelé 14 fois de plus. J'ai éteint mon téléphone. Le lendemain matin, j'avais 23 appels manqués et 47 messages textes frénétiques. Les premiers étaient confus. « Où es-tu ? Ta voiture n'est pas là, pourquoi tu ne réponds pas ? Je suis inquiète. » Puis désespéré. « J'ai trouvé ta note, que signifie-t-elle ? S'il te plaît rappelle-moi, il faut qu'on parle. Tu ne peux pas partir sans qu'on discute. » Enfin,
complètement affolé. Je ne pensais pas ce que j'ai dit à l'hôpital. J'étais juste effrayé et bouleversé. Tu es mon mari. S'il te plaît, rentre à la maison. Je t'aime, pas lui. C'était juste des sentiments confus. J'ai tout lu sans ressentir grand-chose. Le choc s'était dissipé, ne laissant qu'une froide clarté. J'ai appelé mon avocat et pris un rendez-vous d'urgence. À midi, les papiers du divorce étaient en préparation, avec les preuves de l'adultère de Jessica, ce qui rendait la séparation nette à mon avantage. Jessica a tout essayé pour me récupérer. Elle s'est présentée plusieurs fois à mon bureau, mais la sécurité l'a refoulée. Elle a sollicité des amis communs pour plaider sa cause. Elle a envoyé de longs emails expliquant qu'elle était confuse et dépassée. Ce que j'ai dit à l'hôpital n'était pas réel, écrivait-elle. J'étais paniqué et je ne réfléchissais pas clairement. Tu es mon mari et je t'aime. Cameron ne représente plus rien pour moi maintenant. S'il te plaît, donne-moi une chance de le prouver. Mais j'avais entendu ses sentiments les plus sincères dans ce moment de crise, quand Cameron était blessé et qu'elle croyait le perdre. Ses vraies émotions avaient jailli. Je l'aime encore. Ces 4 mots m'avaient tout révélé. Diego m'a tenu informé grâce à ses contacts. Cameron s'était rétabli, mais sa vie s'écroulait. Sa femme Sarah avait demandé le divorce et avait emmené les enfants. Le comité d'éthique de son cabinet enquêtait. Ses finances étaient passées au crible. Et Jessica, elle allait bientôt découvrir que son filet de sécurité avait disparu. 2 semaines après mon départ, Jessica a reçu les papiers du divorce. Elle m'a immédiatement appelé en sanglots. Tu ne peux pas être sérieux. On peut surmonter ça. Il n'y a rien à surmonter, lui ai-je dit calmement. Tu as fait ton choix à l'hôpital. Je t'ai choisi toi. Je suis rentré à la maison pour toi. Non, tu es rentré parce que Cameron était marié et indisponible. J'étais ton plan B. Elle a alors tenté des menaces juridiques. Son avocat l'a rapidement informé qu'elle n'avait droit à pratiquement rien, étant donné les preuves d'adultère et le fait que tous les biens étaient antérieurs au mariage ou gagnés uniquement par mois. Puis est venue la réalité financière. J'avais annulé toutes les cartes de crédit, supprimé son accès au compte, arrêté de payer son assurance voiture et son téléphone. Elle vivait de mes revenus depuis 2 ans, sans argent à elle. Elle a commencé à venir à la maison, me suppliant de la reprendre. Je ferai n'importe quoi, sanglotait-elle. Je signerai un contrat post-nuptial, je prendrai un vrai travail, je couperai tout contact avec Cameron pour toujours. Ne détruis pas notre mariage à cause d'une erreur. Une erreur. J'ai ri. Tu as eu une liaison pendant presque 1 an. Tu prévoyais de me quitter pour lui. Tu m'as dit que tu l'aimais. Ce n'est pas une erreur, c'est ce que tu es. La mise à jour la plus satisfaisante est venue de Diego. 1 mois plus tard, Cameron s'est fait virer de son cabinet. Il m'a dit en souriant, le comité d'éthique a découvert qu'il utilisait les ressources du cabinet pour mener sa liaison. Sa femme l'a ruiné lors du divorce. Elle a obtenu la maison, les 2 voitures, la garde des enfants et une pension alimentaire substantielle. Et Jessica cherche du travail, mais personne ne veut l'embaucher parce que ce qu'elle a fait s'est su. 3 mois après mon départ, j'ai reçu l'appel le plus désespéré. Jessica avait été expulsée de son appartement. Cameron ne répondait plus à ses appels car il était fauché, absorbé par ses propres problèmes. Sa famille l'avait renié après avoir appris l'affaire. Je suis littéralement sans abri, pleurait-elle. Je dors dans ma voiture depuis 3 jours. Cameron ne veut pas m'aider parce qu'il dit que j'ai ruiné sa vie. Mes parents ne me parlent plus. Je n'ai nulle part où aller. Tu avais tout. Je lui ai rappelé, une belle maison, la sécurité financière, un mari qui t'aimait sans condition, tu as tout jeté pour un fantasme. S'il te plaît, je travaillerai pour toi, je nettoierai ta maison, je ferai n'importe quoi, aide-moi juste à me relever. Tu as fait ton choix Jessica. Vis avec les conséquences. J'ai raccroché et bloqué définitivement son numéro. 8 mois plus tard, ma vie est meilleure que jamais. Par des connaissances communes et les contacts de Diego, j'ai appris que Jessica avait finalement trouvé un travail dans un grand magasin, payé $13 de l'heure. Elle vit avec 3 colocataires dans un appartement délabré, conduit une voiture cabossée et lutte pour payer ses factures les plus basiques. Cameron travaille dans un petit cabinet, gagnant une fraction de son ancien salaire, tout en versant une pension alimentaire et une garde d'enfants conséquente à son ex-femme. Ils ne sont même plus ensemble. Il s'avère que, lorsque vous êtes tous les 2 fauchés et exposés au ridicule social, l'amour ne triomphe pas de tout.
La relation fantasmée qui a détruit 2 mariages n'a pas survécu à la réalité du stress financier et des conséquences sociales. L'ironie est parfaite. Jessica a quitté la stabilité pour la promesse d'une plus grande richesse, et elle s'est retrouvée dans la pauvreté. Cameron a tout risqué pour une femme qui ne voulait que son argent, et il a perdu à la fois sa fortune et son intérêt. Parfois, les gens vous montrent exactement qui ils sont dans les moments de crise. L'aveu de Jessica, « je l'aime encore », fut la chose la plus honnête qu'elle ait jamais dite dans notre relation. Elle aimait Cameron, pas moi. J'étais juste le pourvoyeur financier pendant qu'elle poursuivait sa véritable passion. Les pires trahisons ne viennent pas toujours d'une méchanceté calculée, mais d'une honnêteté irréfléchie. Jessica n'avait pas prévu de détruire notre mariage ce jour-là. Elle a simplement exprimé sa vérité, quand les émotions étaient à vif et que ses barrières étaient tombées. Dans ce moment de crise, ses véritables sentiments ont jailli sans filtre. À tous les hommes qui lisent ceci et qui soupçonnent que leur partenaire les utilise, faites entièrement confiance à votre instinct. Les signes d'alerte sont toujours là si vous êtes prêt à les voir objectivement. Quand quelqu'un vous montre qui il est vraiment, croyez-le la première fois. N'inventez pas d'excuses, ne rationalisez pas un comportement toxique. Les chercheuses d'or ne sont pas toujours évidentes. Elles ne portent pas toutes des vêtements de créateurs et ne réclament pas des cadeaux hors de prix dès le premier jour. Parfois, elles sont subtiles, augmentant peu à peu leurs attentes tout en vous faisant culpabiliser de remettre en question leurs intentions. Elles vous donnent l'impression que vous avez de la chance de les avoir, alors qu'en réalité, ce sont elles qui ont de la chance d'avoir trouvé quelqu'un prêt à financer leur mode de vie. Parfois, le karma a besoin d'un petit coup de main, mais il finit toujours par frapper avec une précision dévastatrice. J'ai gardé mon respect de moi-même, mon argent, et j'ai tiré une leçon inestimable sur les personnes qui mesurent l'amour au solde bancaire. Aujourd'hui, je suis avec quelqu'un qui apprécie les plaisirs simples, comme le café du dimanche matin et cuisiner ensemble. Quelqu'un qui voit mon succès comme admirable, mais qui ne me voit pas comme un distributeur automatique sur pattes. Quelqu'un qui apporte son propre argent dans la relation et qui a ses propres rêves qui n'impliquent pas de dépenser le mien. Voilà mon histoire. Parfois, les ordures se sortent toutes seules. Mais d'autres fois, il faut les aider à trouver le trottoir qu'elles méritent.